Bienvenue dans le débat. Il est consacré à l'Ukraine alors que Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron ont signé à Paris une lettre d'intention pour l'achat futur par Kiev de 100 Rafales, de systèmes de défense aérienne nouvelle génération et de drones. Un accord historique, a lancé le président ukrainien. Un accord qui se projette sur un horizon d'une dizaine d'années. Un accord important pour la France aussi, qui réitère son soutien à Kiev, et pour l'Ukraine, ébranlée en ce moment par un scandale de corruption et en difficulté sur le terrain près de Pokrovsk et de Zaporizhzhia. On va revenir sur cet accord. Que contient-il après tout? Est-ce un succès donc pour le président ukrainien en proie à ce scandale de corruption? Quel pourrait être l'impact sur le terrain? On va revenir donc sur la situation dans le Donbass. Où en est-on? France-Ukraine vers une alliance historique? C'est la question qu'on va poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Elena Volochine. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste à France 24, ancienne correspondante en Russie pour la chaîne, et puis autrice de Propagande, l'arme de guerre de Vladimir Poutine aux éditions Autrement. On va le voir s'afficher. Vous avez eu le prix Albert Londres pour ce livre. Elena, bravo encore. Merci. En face de vous, Claude Blanche-Maison. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien ambassadeur de France en Russie, auteur de Fragments d'un parcours aventureux au fil des bouleversements du monde. Et ça, c'est aux éditions Temporis. Guillaume Ancel est avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes ancien officier chroniqueur de guerre, auteur de Petites leçons sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre. Et ça, c'est aux éditions Autrement. Et puis Richard Verlier est avec nous ce soir. Bonsoir Richard, correspondant France-Europe pour le quotidien suisse Blick, et puis auteur de Cette Amérique qui nous déteste. Et ça, c'est aux éditions de Nevi Kata. Avant de démarrer justement cette discussion, je vous propose de faire un point en images sur cet accord, sur cette lettre d'intention entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky avec Ludovic de Foucauld. C'est l'image la plus marquante de la visite de Volodymyr Zelensky en France, une signature sur le tarmac de Villacoublay d'un accord sur 10 ans portant sur l'acquisition d'équipements de défense avec en toile de fond un chasseur Rafale. À l'Élysée, le président de la République a livré plus de détails. Jusqu'à 100 Rafales, donc nos chasseurs de dernière génération, avec leur armement complet. Et donc nous allons déployer cet engagement justement d'acquisition de 100 chasseurs Rafale avec les programmes de formation qui doivent les accompagner et les programmes évidemment de production. Après les Mirage 2000, la France va donc livrer à l'Ukraine ce qu'elle fait de mieux en matière d'avions de combat. Mais l'accord porte aussi sur des drones et des intercepteurs de drones dont la production sera conjointe et bénéficiera donc aussi à la France. Des bombes guidées AASM Hammer, des radars, des systèmes de défense aérienne SAMP-T de nouvelle génération qui pourront être livrés après 2026, et sachant que 2 unités sont déjà déployées en Ukraine. La question des financements, qui d'après le président viendront avec l'accord, reste assez floue, mais pour Emmanuel Macron, ces contrats sont surtout un investissement pour la paix et l'avenir de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky parle, lui, d'un accord historique. Il s'agit d'une étape historique. C'est une flotte considérable qui va grandement nous renforcer. Et nos pilotes qui ont déjà été formés sur les Mirages n'auront besoin que d'1 an tout au plus pour acquérir les compétences requises pour les Rafales. Outre l'aspect militaire, Paris et Kiev ont officialisé un contrat à 475 millions d'euros entre la Société des chemins de fer ukrainienne et Alstom pour la commande de 55 locomotives Trax Howler. La visite à Paris de Volodymyr Zelensky lui offre un répit, alors qu'à Kiev, son gouvernement est empêtré dans des scandales de corruption et qu'à Bruxelles, la Commission européenne estime que l'Ukraine a besoin de 70 milliards d'euros supplémentaires pour financer la guerre que lui a imposée la Russie. Guillaume, alors d'abord, pourquoi Zelensky a-t-il choisi les Rafales ? Alors, à mon avis, il ne les a pas choisis. C'est plutôt la France qui lui a proposé, parce qu'on voit bien qu'on est rentré aussi dans la relation compliquée entre les États-Unis, l'Europe et l'Ukraine, dans une espèce de course aux armements, ou surtout aux contrats d'armement. Actuellement, ce sont les Européens qui financent les armes qui sont livrées à l'Ukraine, mais qui en grande partie les achètent aux États-Unis, ce qui est profondément anormal. Ce qui est un petit peu dommage dans le cas du Rafale, c'est que, en fait, c'est un avion franco-français. Et je pense que les pays européens seront assez réticents à acheter ce Rafale qui est construit par Dassault. Dassault refusant absolument de devenir un avionneur européen. Donc c'est un sujet surtout de compétition industrielle, puisque il y a 1 mois, les Ukrainiens ont annoncé qu'ils avaient fait la même chose avec les Suédois en achetant, plutôt en signant une lettre d'intention qui n'est pas un contrat, pour une centaine d'avions Gripen. Donc on voit bien que c'est une espèce de compétition,
j'allais dire, Donc un peu déplacé quand même. Il fait un peu son marché, là, Zelensky, alors. Pardon ? Il fait un peu son marché, Zelensky. Il fait son marché, mais il n'achète rien, puisqu'il n'a pas d'argent. Et le président Macron lui vend des équipements qui sont extrêmement sophistiqués et coûteux, mais dont personne ne sait qui va les financer. Et ça coûte combien, Rafale ? À Rafale, ça vaut entre 70 et 100 millions d'euros, selon les options et l'armement que vous mettez dessus. Donc, vous faites le calcul. Sur 100 Rafale, on est entre 7 et 10 milliards d'euros. Je ne savais pas que la France avait 10 milliards d'euros à mettre sur la table aujourd'hui. Claude Blanche-Maison, est-ce que c'est tout de même un engagement important d'un point de vue peut-être diplomatique du côté de la France ? Eh bien, je vais jouer mon rôle de diplomate français en vous disant que c'est un succès diplomatique français. Oui. Pourquoi ? Parce que, dans le fond, Donald Trump et Vladimir Poutine ont tout fait pour écarter les Européens de la négociation d'un éventuel cessez-le-feu. On l'a vu à Anchorage, en Alaska, on l'a vu avant, on l'a vu après Anchorage. Les Américains et les Russes sont d'accord sur un point, les Européens n'ont rien à faire dans une négociation de cessez-le-feu pour essayer de trouver une solution. En faisant cela aujourd'hui, Macron impose la France dans la négociation d'une solution, puisqu'on a bien vu à Anchorage que l'une des exigences de Poutine, c'était la neutralisation de ce qui resterait de l'Ukraine non occupée par la Russie, après le cessez-le-feu. Et là, on explique que, eh bien justement, cessez-le-feu ou pas, nous continuerons de vendre des avions de chasse et de bombardement à l'Ukraine. Par conséquent, nous n'acceptons pas cette exigence de Poutine de neutralisation de l'Ukraine après un éventuel cessez-le-feu. C'est donc très important. Nous venons d'entrer... Un vrai geste diplomatique de long terme. Absolument. Nous venons d'entrer dans la négociation en entraînant avec nous les Européens. Alors en effet, les Européens auront sans doute des chicailleries parce que cet avion est français, mais peu importe. On est en train d'inventer des systèmes de financement communs dans l'OTAN d'une part, dans l'Union européenne d'autre part. Je ne vois pas comment on pourrait refuser de financer des achats par l'Ukraine d'un avion européen, français en l'occurrence. Par conséquent, nous mettons aussi la pression sur les Européens pour qu'ils finissent par accepter d'acheter autre chose que des F-16. C'est ça, donc ne pas acheter américain. Double succès. Double succès, vous dites. Elena, est-ce que c'est bon pour le président ukrainien en particulier un succès, alors qu'en ce moment, il est empêtré en plus dans un scandale de corruption qui implique l'un de ses proches, d'ailleurs, en Ukraine. Oui, tout à fait. Alors, d'une part, évidemment, vis-à-vis de son opinion publique, c'est très important. Concernant ce scandale de corruption, c'est énorme, effectivement, en Ukraine. Après, il y a une partie des Ukrainiens qui étaient déjà très fâchés par les scandales de corruption qui avaient trait aux achats de l'armée, surtout en temps de guerre. Maintenant, une grande partie des Ukrainiens continuent de considérer Volodymyr Zelensky un peu comme le parent qui faute, mais qu'on aime quand même parce qu'il parle au nom des Ukrainiens, il mène le pays en chef de guerre. Il s'agira pour lui de transformer cette alliance et cet accord. Et il parle, effectivement, on reprend là son élément de langage d'une alliance historique. Lui parle d'accord historique. Et on voit qu'il a vraiment à cœur de remercier le plus possible ses partenaires. Et pour le coup, la France reste dans la droite ligne de ce qu'elle faisait déjà finalement, puisqu'on se souvient qu'en juillet dernier, un accord de coopération et de sécurité a été signé ici à Paris. Et la France a monté la dite coalition des volontaires avec un quartier général aussi à Paris avec les Britanniques pour prendre le relais de l'aide à l'Ukraine au moment où on savait déjà que Donald Trump allait être élu et allait rejeter la balle aux Européens. Donc effectivement, pour Volodymyr Zelensky, c'est important diplomatiquement et je pense qu'il ne se fait pas d'illusions. Alors les airs, c'est un vrai sujet aussi depuis le début pour l'Ukraine. On se souvient de la bataille de quasiment 1 an pour obtenir les fameux F-16. Aujourd'hui, les avions, effectivement, c'est extrêmement important, mais il sait que ce n'est pas gagné et que c'est justement vraiment une déclaration d'intention qui est là, charge à Emmanuel Macron d'aller chercher et les financements et d'aller combattre aussi les camps politiques qui disent on ne veut pas armer l'Ukraine parce que c'est nourrir une guerre d'avance perdue, etc., etc. Donc il y a encore beaucoup d'enjeux sur la table et c'est là un pas véritablement diplomatique. Et puis Bruxelles regarde tout de même aussi tout cela, Richard Verlier en particulier, comme l'Union européenne soutient les réformes en Ukraine, qui a en ce moment ce scandale de corruption dans le secteur énergétique, c'est aussi l'occasion de dire aux Ukrainiens, il faut faire attention, il faut mettre de l'ordre dans ces histoires de corruption si vous tenez à rentrer, à adhérer à l'Union européenne. Oui, alors on est dans une situation très paradoxal parce que début novembre, la Commission européenne a rendu son rapport sur l'élargissement, qui est un rapport annuel qui passe en revue tous les pays candidats, et elle venait de décerner un bon point à l'Ukraine pour la progression dans un certain nombre de chapitres
au moment où le scandale de corruption éclate, ou plus exactement, il a éclaté quelques jours plus tard. Et maintenant, après le scandale de corruption, vient ce contrat ou cette lettre d'intention. Donc on est obligé, on a différents éléments comme ça en main et dont qu'il faut analyser les uns après les autres. D'abord, sur la question du financement, une lettre de Mme von der Leyen aux dirigeants européens, donc la présidente de la Commission, a été rendue publique aujourd'hui, dans lequel elle estime effectivement à 70 milliards les besoins financiers pour armer l'Ukraine et à 137,5 milliards les besoins en général de l'Ukraine pour l'année 2026-2027. Ce qui est intéressant, c'est que dans sa lettre, il y a un moment, il y a 3 points de suspension et il est marqué en imaginant que la paix intervienne en 2026. Ce qui veut dire qu'il y a dans la tête de la Commission européenne l'idée qu'on pourrait quand même s'acheminer en 2026 vers un cessez-le-feu. Et pourquoi les Européens pensent cela? C'est parce qu'on voit bien que Vladimir Poutine est en train d'atteindre ses buts de guerre. Il y consomme énormément d'argent, énormément de troupes, mais il avance et que par ailleurs, la consolidation, la fameuse force multinationale européenne dont le QG est au Mont Valérien, qui a été visité aujourd'hui par Emmanuel Macron. La coalition des volontaires. Elle commence à prendre forme et à se tenir prête. Donc on voit bien que de chaque côté, on se prépare. Et à mon avis, il faut aussi lire comme ça, c'est ce qui vient d'être dit par l'ambassadeur Blanche-Maison, la lettre d'intention sur les 100 Rafales. On se projette déjà dans l'après-guerre. On se projette dans l'après-guerre, mais pour le moment, la situation sur le terrain est plutôt défavorable aux Ukrainiens. C'est très difficile, notamment à Pokrovsk et à Zaporijjia. Regardez ce reportage d'Anaïs Anquet et de Anne Poncinet. Cette vidéo a sidéré l'Ukraine. On y voit une dizaine d'hommes qui surgissent au milieu du brouillard. Ce sont des soldats russes entrant dans la ville de Pokrovsk, dans le Donbass. Une scène surréaliste, où des militaires sont juchés sur de vieilles motos. D'autres au volant de voitures endommagées sans portière. Enfin, certains hommes se déplacent, même à pied. Objectif, se faire le plus discret possible pour ne pas être repéré par les drones ou les satellites des services de renseignements américains. L'armée russe a retenu la leçon de ces chars d'assaut systématiquement détruits par les Ukrainiens. Désormais, ils envoient de petits groupes d'hommes, comme ici, où 2 soldats essayent de s'infiltrer à pied entre les lignes de défense ukrainiennes. Il y a de plus en plus de petits groupes de saboteurs qui essaient d'avancer et de s'infiltrer entre nos positions. C'est dur de tous les détecter. Sur cette autre vidéo, un soldat russe avance même seul, en courant au milieu des champs. Une tactique qui permet à la Russie de progresser dans le Donbass en direction de Pokrovsk, cité minière où les combats durent depuis plus d'1 an, qui est désormais presque totalement encerclée par l'armée russe. Quand ils arrivent en ville, ils se perdent volontairement et ils se cachent. En général, ils se cachent dans des caves. Ils vont attendre le signal de regroupement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les petites équipes se regroupent et elles forment une unité militaire. Pour l'instant, l'Ukraine réfute tout encerclement et diffuse même cette vidéo où on voit 2 véhicules militaires russes cloués au sol par la défense ukrainienne à l'entrée de Pokrovsk. On vous a vu, Guillaume Ancel, dans ce reportage de nos consoeurs de France 2 qui est passé hier soir, mais que je trouvais très intéressant parce qu'on les voit. Non seulement il y a une stratégie d'encerclement de la part des Russes, mais en plus une stratégie d'infiltration donc, de ces soldats. Et en même temps, est-ce qu'il y a vraiment une percée rapide? Est-ce que Pokrovsk va tomber? Non, vous avez raison de poser cette question. En fait, Pokrovsk est tombé. Sauf à dire que quand on a 10% des faubourgs de Pokrovsk, la ville n'est pas tombée. Mais en réalité, la ville est tombée depuis plusieurs jours. C'est uniquement une bataille de l'information qui a lieu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la ligne de front s'est déplacée quasiment aux marges de la ville. Par contre, ce qu'on observe depuis 1 mois, et ça c'est très étonnant, c'est que les Russes ont renoncé à leurs assauts frontaux et à la méthode soviétique qu'ils pratiquaient avant, c'est-à-dire le rouleau compresseur, et puis les Ukrainiens leur infligeaient des pertes colossales, pour faire des infiltrations qui nécessitent d'aller beaucoup plus lentement, qui causent aussi des pertes, mais qui s'inscrivent dans la durée. Pourquoi? Parce que je pense que les Russes ont bien en tête qu'il n'y aura pas d'accord à portée de la main et que par conséquent, Poutine va les obliger à continuer la conquête du Donbass. Or, pour la conquête du Donbass, il faut compter. Il leur manque 6000 km dans la région de Donetsk. Aujourd'hui, ils en conquièrent à peu près entre 60 et 70 par mois.
Donc ça veut dire qu'à cette vitesse-là, il leur faut 7 à 8 ans pour y arriver. Et donc l'armée russe va beaucoup moins vite, d'autant plus que quand on utilise ce genre de méthode, elle se retourne contre vous parce que c'est ce qu'on appelle une lame à double tranchant. Aujourd'hui, c'est eux qui infiltrent la ville de Pokrovsk, mais quand ils voudront l'avoir, ce sont les Ukrainiens qui l'auront contaminé avec des équipes qui resteront sur place. Donc c'est très difficile de jouer avec ce genre de méthode quand on veut avancer. Et c'est ce que veulent faire les Russes. Donc je dirais que c'est une victoire sans grand intérêt, si ce n'est qu'ils déplacent la ligne de front progressivement de quelques kilomètres tous les mois. Elena, et donc ça n'est pas stratégique, cette ville de Pokrovsk, ou est-ce que ça l'est véritablement pour ravitailler l'armée ukrainienne, par exemple? Oui, non, ça l'est, c'est un nœud logistique et ferroviaire très très important, donc c'est absolument primordial. Et les Russes grignotent non seulement Pokrovsk, mais aussi maintenant, enfin en tout cas, moi, je suis très prudente par rapport à ils occupent, ils ont libéré, enfin, ils ont occupé, pardon, ou ils n'ont pas occupé. Enfin, on a beaucoup de mal à savoir ce qui se passe réellement sur la ligne de front parce qu'il y a les cartes qui sont en accès libre, qui ont toujours plusieurs jours de retard. Côté russe, on sait absolument pas ce qui se passe. Il y a de la propagande. Côté ukrainien, on ne laisse pas non plus ou très peu les journalistes vraiment venir sur la ligne de front. Même quand on voit un type planter un drapeau, ça ne veut pas du tout dire que la ville est occupée. Il peut arriver sur un immeuble désaffecté des faubourgs, planter le drapeau et repartir parce qu'il va se faire tirer dessus par les gens qui sont encore dans cette localité. Donc voilà, pour moi, il faut être un peu prudent, aussi bien que sur l'interprétation des images, d'ailleurs, parce que dans ce film, on a vu, par exemple, dans ce reportage, on a vu un soldat courir dans les champs et ce serait la stratégie russe de l'assaut, mais pour moi, c'est plus un soldat qui fuit parce qu'il a sa position qui a été tapée. Donc voilà, il faut faire très attention aux commentaires sur le côté militaire et sur les images. Mais ce qui est indéniable, c'est que les Russes avancent et pour le moment, la dynamique, elle est là. Il n'y a pas de... Voilà, il y a tout simplement la ligne de front, elle bouge dans ce sens-là, malheureusement, et il n'y a pas depuis la tentative ratée de contre-offensive ukrainienne, il n'y a pas d'autre dynamique que celle-là. Claude Blanche-Maison, alors justement, s'ils disent que Pokrovsk sera tombé, parce que pour l'instant, ce n'est pas encore officiel, est-ce que ça aura un impact politique ? Bon, alors effectivement, comme ça a été dit, la guerre des drones a complètement bouleversé les règles de cette guerre. C'est complètement, et les Russes sont obligés de pratiquer par infiltration, ce qui permet de dire que peut-être Pokrovsk est tombé sans tomber tout en tombant. Ce qui me préoccupe, c'est qu'il reste dans les poches des Ukrainiens et que l'obstination de l'état-major ukrainien à maintenir des Ukrainiens comme point de fixation à l'intérieur des poches, fait que on ne sait pas s'ils pourront sortir. On ne sait pas s'ils seront massacrés ou faits prisonniers par les Russes, s'ils ont encore la possibilité de sortir. Il y a encore un couloir, semble-t-il, qui permet de sortir, qui est d'ailleurs protégé par des filets, des drones, puisque pour se protéger des drones, il faut mettre des filets un peu partout. Mais il y a un doute sur la possibilité physique de les sortir de cette poche. Donc l'obsession de l'état-major ukrainien, à la demande probablement de M. Zelensky, de tenir coûte que coûte avec cette incertitude, Pokrovsk est tombé ou pas tombé, etc., ça va coûter probablement assez cher à l'armée ukrainienne. Parce qu'un chef de guerre, il doit quand même avoir le souci de la vie de ses hommes et les retirer quand tenir n'est plus possible. Mais parce que Pokrovsk, c'est plus qu'un symbole, probablement, c'est ça, Richard Verly. Il y a un impact politique si effectivement elle tombe, peut-être aussi sur les décisions américaines, de dire que l'Ukraine est en train de tomber sous le joug russe et que donc ce sont les vaincus. Déjà, il y a une position géographique. C'est une ville qui est un nœud géographique qui ouvre la route de Kramatorsk, qui est un centre industriel et ferroviaire encore plus important. Et donc, il y aurait quand même, et Guillaume Ancel l'a bien dit, si la ville devait tomber sous contrôle russe et que les Russes devaient y avancer des positions, notamment des positions d'artillerie, comme on le fait quand on conquiert un territoire, à ce moment-là, la pression serait encore plus grande sur l'armée ukrainienne et sur les lignes de défense ukrainiennes. Mais il y a surtout l'aspect que vous évoquez. Pour Donald Trump, pour les Américains, chute de Pokrovsk, elle serait médiatisée et elle serait associée à Vladimir Poutine est en train de gagner. Or, vous connaissez le refrain de Trump vis-à-vis de Zelensky, il le répète depuis le 28 février, vous n'avez pas les cartes en main, vous vous en êtes pris à quelqu'un qui est beaucoup plus costaud que vous et il y a un moment où vous devrez plier. Donc la chute de Pokrovsk, elle s'insérerait parfaitement dans ce discours de Donald Trump. Puis un deuxième élément quand même, c'est que moi je fais un lien, pas direct, mais je fais un lien politique entre les scandales de corruption et la chute de Pokrovsk et les souffrances de l'armée ukrainienne ou ce que l'armée ukrainienne endure. Comment
faire endurer à vos soldats le calvaire d'un siège comme celui de Pokrovsk, alors que circulent des images de salles de bain en or ou en plaqué or d'un oligarque qui était jadis très proche de Zelensky et qui maintenant est en fuite. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même sur le moral de la population ukrainienne, l'association entre les deux, elle se fera immanquablement, et d'ailleurs sur les chaînes Telegram que les Ukrainiens échangent, elle se fait déjà. Et ça, c'est un moment difficile pour le président ukrainien. Il a donc viré 2 ministres, le ministre de la Justice et le ministre de l'Énergie. Mais la question demeure... Et cet oligarque est en fuite. Absolument. Zelensky savait-il, ne savait-il pas jusqu'où va cette corruption au moment où, sur le front, les soldats ukrainiens meurent? C'est un impact, vous pensez, sur le moral des soldats ukrainiens? Manifestement, là, ils ont du mal à recruter de nouveaux soldats. Guillaume Ancel, ils sont en sous-effectif, l'armée ukrainienne, aujourd'hui? D'abord, il faut se rappeler que la Russie est 5 fois plus importante en termes de démographie que l'Ukraine. Ils ont aussi des problèmes de recrutement, d'ailleurs, semble-t-il, les Russes. Mais pour l'Ukraine, il faut imaginer qu'aujourd'hui, elle ne manque pas d'armes, elle ne manque pas de munitions, elle manque de bras. C'est ça sa plus grande faiblesse. Heureusement qu'elle ne manque pas de courage. Je reviens 2 secondes sur Pokrovsk, que je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, et pardon. La ville est prise en tenaille. Et c'est pas la peine d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que quand on a la main prise dans une mâchoire, il vaut mieux la retirer avant de se la faire briser. Mais, pour répondre à Claude tout à l'heure, qui interrogeait sur pourquoi les Ukrainiens essayent de rester, parce qu'en fait, ça leur permet d'infliger des dégâts considérables aux Russes qui sont obligés, pour arriver à contrôler cette ville, à aller jusqu'au bout. Et en fait, ils s'usent en faisant ça, et du coup, ça permet aux Ukrainiens d'obliger les Russes à se concentrer à un endroit. Alors, je rappelle qu'à 1200 km de front, il y a 6 ou 7 batailles qui jouent actuellement, qui sont très dures. Et donc, au moins, les Ukrainiens ont la garantie qu'à cet endroit-là, il y a une force russe qu'on ne sait pas estimer, mais qui est relativement importante, qui est en dizaines de milliers de soldats, qui est obligée de se concentrer parce que, pour l'instant, ils n'arrivent pas à assurer le contrôle de Pokrovsk. Les Ukrainiens l'ont perdu. Pour moi, la ville est perdue tactiquement parce qu'elle n'a aucun avenir. Mais c'est vrai que, avant qu'ils ne la contrôlent totalement, ils vont perdre encore énormément d'hommes et de matériel. Et là, Voloshin, en plus, ça va être dur pour les Ukrainiens cet hiver puisqu'il y a des coupures de courant. Alors, malgré les générateurs, ça a quand même un impact. Et puis surtout, pas de chauffage cet hiver pour la plupart des Ukrainiens. Il va y avoir des problèmes. Oui, c'est pas le premier hiver où il va y avoir des problèmes. Les Ukrainiens se sont beaucoup adaptés. Là, il y a eu de nombreuses attaques sur les infrastructures ukrainiennes. En mettant en place du rationnement, etc. Après, voilà, on a beaucoup parlé de la résilience de la société ukrainienne. Vous parliez d'association entre le scandale de corruption et l'absence de volonté d'aller combattre. Moi, alors j'aime pas parler au nom des Ukrainiens, mais de ce que j'ai pu en observer, les Ukrainiens sont des gens comme tout le monde. Et les scandales de niveau politique, c'est une chose. Évidemment que ça fâche, évidemment que ça met en colère, évidemment que vous entendez beaucoup de soldats dire « voilà, mais nous, on est en train de mourir alors qu'eux, ils s'en mettent plein les poches, etc. » Mais les problèmes de recrutement sont liés avant tout et surtout au fait que les gens n'ont pas forcément envie de mourir dans une guerre parce qu'on n'est pas en position de force sur la ligne de front. Enfin, voilà. C'est-à-dire que le scandale de corruption, ils sont là en parallèle, mais l'Ukraine est habituée à ça, entre guillemets, parce qu'ils sont là. La corruption a toujours été là, c'est pour ça qu'il y a eu la révolution de Maïdan. Il y a eu plusieurs scandales depuis le début de la guerre et ça n'a pas, c'est pas ça en fait directement, vous voyez, qui entame réellement ou pas la motivation. Et d'ailleurs, je ne la sous-estimerai pas cette motivation parce que vous avez toujours beaucoup de gens qui s'enrôlent, vous avez toujours des gens qui sont là pour combattre, qui ne veulent rien lâcher, qui continuent. Enfin, donc voilà, faut faire un peu attention à la corrélation directe entre on a un scandale de corruption et puis ils veulent tous abandonner, ils veulent plus aller se battre contre la Russie parce qu'ils perdent quand même pas de vue que la principale menace existentielle pour eux et pour leur pays aujourd'hui, ça reste la Russie et que si demain ils arrêtent de se battre, ils vont se faire envahir par une dictature qui va mettre en place un régime de terreur. Et quand on parlait des buts de guerre de Vladimir Poutine, c'est quand même celui-là. Et ce but-là est loin encore d'être atteint parce qu'il y a la question territoriale d'occupation du Donbass, au moins dans son intégralité, des oblasts de Donetsk et de Lugansk. Mais in fine, ce que cherche à faire Poutine, c'est d'installer à Kiev un régime loyal qui va renoncer à l'adhésion à l'OTAN, qui va renoncer au fait de placer des armes et d'avoir des troupes sur son sol que Poutine considère comme ennemis, etc. Et d'où d'ailleurs cette résistance ukrainienne, c'est ce que vous dites. Un mot
Pour revenir justement à l'accord entre la France et l'Ukraine, Claude Blanche-Maison, l'Ukraine, est-ce qu'elle devient effectivement le pays aux avant-postes de l'Union européenne, de l'Europe face à la menace russe? Et ça expliquerait aussi un accord à long terme comme celui qui vient d'être signé avec Emmanuel Macron. Totalement, complètement. Bien entendu, les Ukrainiens se battent pour un modèle qui est un modèle de genre de vie européen, par conséquent qui est notre modèle, auquel ils aspirent puisqu'ils veulent rejoindre l'Union européenne. Et effectivement, cette guerre se déroule sur le sol ukrainien avec l'aide des Européens et l'aide des Américains jusqu'à présent, mais l'aide des Américains, ça ne va probablement pas durer, sauf par l'intermédiaire des achats d'armes européens. Et effectivement, ils défendent là le modèle, le genre de vie européen, et par conséquent pour nous, c'est tout à fait important. En plus, j'ajoute que si l'Ukraine tombait, ça serait considéré comme une défaite majeure de l'Europe. Pas une défaite des États-Unis, puisque M. Trump a dit « c'est pas mon affaire, c'est très loin, c'est en Europe que les Européens se dépatouillent avec cette affaire-là ». Et donc ça serait une défaite aux yeux du monde entier, notamment aux yeux du Sud global de l'Europe. Et effectivement, ça n'est pas pensable. Ça n'est pas pensable, mais on est très loin, comme encore une fois le sommet russo-américain d'Anchorage l'a montré, on est très loin d'une négociation, même pour un simple cessez-le-feu. Poutine n'en veut pas. Il a maintenu l'intégralité de ses demandes et il veut non seulement une partition, suivant les lignes qu'il a définies devant la Douma en faisant annexer des territoires. Or, il n'arrive pas à les occuper, tant pis pour lui, mais il ne va pas retourner à la Douma pour dire « je ne peux pas occuper la totalité des territoires, on va faire un cessez-le-feu sur la ligne du front ». Non, il veut... Et il n'y a pas que le Donetsk, il y a évidemment Zaporizhzhia, il y a évidemment la totalité, jusqu'au Dniepr, et Kherson, bien entendu. Donc, et surtout, il exige une neutralisation, encore une fois, de l'Ukraine non occupée par la Russie après le cessez-le-feu. Neutralisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'armée, il y aura une force de police, c'est tout. Ça sera quoi? Ça sera la Biélorussie? C'est pas acceptable. On va écouter Emmanuel Macron, justement, ce qu'il a dit en ce qui concerne l'observation par l'Union européenne de ce qui se passe du côté de la corruption. Le chemin vers l'Union européenne sera exigeant. Il supposera des efforts et des réformes profondes, notamment en matière d'état de droit, de transparence, de gouvernance, de lutte contre la corruption. J'ai confiance dans la détermination du peuple ukrainien à les mener à bien et j'ai confiance dans le président Zelensky pour le faire. Il a dit justement, j'ai confiance dans le président Zelensky. C'est important en fait d'utiliser ce mot puisque la corruption peut entraîner la défiance de la part d'un certain nombre d'alliés aussi. C'est important. D'un autre côté, les dirigeants européens n'ont pas le choix. Pour l'instant. Volodymyr Zelensky est aux manettes, on est dans une situation de guerre, l'élection présidentielle qui aurait dû avoir lieu en Ukraine n'a pas pu se tenir et on ne voit pas dans les conditions actuelles comment une nouvelle élection présidentielle pourrait avoir lieu. Donc il faut lui faire confiance. C'est un peu ce qu'aurait dû dire Emmanuel Macron. Il faut lui faire confiance, sachant que pour l'instant, c'est important de le répéter, Volodymyr Zelensky n'a pas été impliqué directement ou via des membres de sa famille dans ces différents scandales et qu'à chaque fois, lorsque les scandales ont été révélés, son administration a pris des mesures et il a écarté des proches, notamment cet oligarque en fuite qui était son producteur durant ces années de comédien. C'est quelqu'un qu'il connaissait bien. Il revoit tout le conseil d'administration du gros groupe énergétique nucléaire. Après, la grande question, mais ça c'est à la Commission européenne et c'est aux équipes de négociation de la Commission de travailler là-dessus, c'est que bien évidemment, la corruption, c'est pas un phénomène qui se limite, je dirais, aux ministres, qui se limite au sommet de l'État. Il y a toute la corruption institutionnelle dans l'appareil administratif ukrainien, et celle-ci, elle va être évidemment difficile à éradiquer ou à endiguer parce que ça prend du temps, on l'a vu aussi, rappelons-le quand même, dans des États qui sont aujourd'hui dans l'Union européenne et qui ont encore des problèmes importants de corruption dans leur administration. Elena, est-ce que ça veut dire qu'ils sont en train de revoir justement la présidence de ce groupe énergétique, de revoir un peu structurellement tout ce qui concerne les infrastructures énergétiques en ce moment en Ukraine? Oui, exactement, ça s'appelle une lustration. C'est ce que les Ukrainiens exigent aussi de façon
façon assez permanente. C'est ce que Zelensky n'a pas pu mener à bien, même si on se souvient qu'il y a, je ne sais plus, 1 an ou 1 an et demi, il y a déjà une grande campagne comme ça, où il y a 20 très hauts gradés et officiels qui ont déjà été, qui ont été remplacés, en fait, avec un remaniement très important au niveau gouvernemental sur fond de scandales de corruption. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est latent, qui est dans les tuyaux. Alors évidemment, il faut qu'un grand scandale comme ça éclate. Pour là, on parle de 100 millions d'euros. Juste pour l'anecdote, je vous rappelle quand même ce que fait Vladimir Poutine quand il a un scandale de corruption, parce que alors là, il y en a beaucoup en Russie. Il tue l'auteur de l'enquête quand ça le concerne lui et son entourage, et quand il veut se débarrasser de ses généraux et de ses ministres qui sont qui sont pas suffisamment loyaux ou qui ne travaillent pas assez bien, là, il sort la justice russe entre guillemets sort une affaire pour les mettre en. Mais ça fait partie des juste pour mentionner qu'il y a aussi des scandales de corruption de l'autre côté, si ce n'est que le régime russe en est un en lui-même. Oui, et puis il ne veut pas adhérer à l'Union européenne. Et l'Union européenne, effectivement, elle regarde ça de très près. Un mot sur le financement. On y revient tout de même avec vous, Guillaume Bancel. Cet accord de défense, donc comment le financer ? Vous me disiez que le coût des rafales, donc 100 rafales, ça coûte combien ? 7 milliards, entre 7 et 10 milliards. 7 et 10 milliards. Manifestement, le budget ukrainien ne suffira pas. Donc, est-ce qu'il va y avoir un montage financier ? On parle beaucoup d'un prêt de 140 milliards d'euros qui serait gagé sur les avoirs russes gelés par les Européens. Pour l'instant, les Belges s'y opposent. Est-ce que ça pourrait être débloqué à un moment donné ? Est-ce que ça pourrait être une manne ? Alors, il y a une mécanique financière qui est complexe à mettre en œuvre, parce que derrière, elle a des conséquences à long terme, y compris sur le droit de propriété, en fait, de ces avoirs, qui sont pour l'essentiel des avoirs de la Banque centrale russe. Et donc, c'est pour ça que les Belges sont assez réticents, parce qu'ils voient bien après les procès sans fin qui auront lieu une fois que la guerre sera terminée. Néanmoins... Mais ça reste un débat au sein de l'Europe. Oui, ça reste un débat, d'autant que c'est là où on voit l'absence d'Europe. C'est qu'en fait, pour l'instant, chaque pays fait un peu à sa manière. Les Belges, par exemple, réagissent comme si ce n'était pas au sein de l'Union européenne et que ça n'était pas à l'Union européenne d'assumer la responsabilité. Non, ils disent que c'est eux qui vont endosser la responsabilité. Bien sûr, et ils ont peur de se retrouver seuls le jour où il y aura un procès. En fait, on voit bien, au fond, dans cette question, du financement comme du programme d'armement que veut proposer Macron, parce que finalement, c'est une proposition de la France, que le sujet est, est-ce qu'on le remonte au niveau de l'Union européenne ? À ce moment-là, les financements sont assurés. Ou est-ce que chacun continue à jouer sa partition, alors qu'on sait que d'une part, on ne peut plus compter sur les États-Unis, et que d'autre part, on ne va quand même pas financer des armes qui profitent à leur industrie à eux, alors que la moindre des choses, ce serait que ce soit au moins les Européens qui les construisent. Mais alors justement, du coup, ça devient un véritable enjeu diplomatique. Monsieur l'ambassadeur, que cette question d'utiliser ces avoirs russes gelés, vous pensez que ça serait une bonne chose si effectivement les Européens les utilisaient ? Ursula von der Leyen en fait, ça demande déjà qu'il y ait un cessez-le-feu, parce que ça serait après la guerre. Elle considère que c'est une bonne idée, parce que la présentation qui en a été faite est que, en réalité, ces avoirs gelés devraient servir de toute manière à financer les réparations et la reconstruction de l'Ukraine après le cessez-le-feu. Alors, ce serait dans le fond une avance faite sur les réparations futures, évidemment ce qui est totalement contesté par la Russie, qui n'accepte pas que ces avoirs gelés servent à la reconstruction et aux réparations de la guerre. Mais après tout, de notre point de vue, il faudra qu'il y ait des réparations, il faudra que la Russie paye, et c'est assez normal qu'on songe à utiliser ces savoirs pour garantir un prêt. Alors effectivement, ce que demande le Premier ministre belge, vous savez, les Belges sont toujours prêts à des compromis très astucieux, et ce qu'il a proposé, c'est qu'il y a un mécanisme de réassurance. Si par hasard, les Russes, c'est probable, se retourner contre la Belgique, eh bien, on partagerait les dégâts entre États membres. Ce qu'il ne veut pas, c'est que la Belgique seule en subisse les conséquences, parce que, par hasard, la clearing house, la banque en question, se trouve à Bruxelles. Donc, il veut un système de réassurance où on partage les risques entre États membres. Et c'est probablement ce qui va se passer. Vous pensez, vous, que ça va se passer, qu'au final, Richard, vous pensez aussi que ça va se passer, ces avoirs, cette utilisation comme garantie d'un prêt à l'Ukraine, des avoirs gelés russes, ça va finir par marcher ? On aura la réponse au Conseil européen des 18 et 19 décembre, parce que si l'année devait se terminer sans l'accord sur l'utilisation des avoirs russes, sous une forme ou sous une autre, mais sans doute via ce prêt adossé aux 193 milliards qui sont en ce moment stockés à Euroclear, la société en question, ce serait quand même là une vraie défaite politique pour l'Union européenne. D'autant que sur ce sujet précis, les États-Unis de Donald Trump, depuis le début, poussent l'Union européenne à agir. C'est-à-dire là, il y a souvent, vous savez, l'Union européenne dit on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça à cause de Trump, mais en la matière, Trump a été très clair. Il pousse les Européens à
arrêter les importations de pétrole et de gaz russe, il pousse les Européens à prendre des sanctions encore plus fortes et à saisir, voire à saisir les avoirs russes. Donc là, il y a, je dirais, un front occidental. Bien évidemment, c'est facile pour Trump de dire saisissez les avoirs qui sont en Belgique, parce que s'il y a une riposte quelconque, y compris d'ailleurs sur le domaine de la guerre hybride, je rappelle qu'il y a quand même eu des survols de drones récemment autour de l'aéroport de Bruxelles, et les Belges, ils ne sont pas seulement inquiets pour leurs finances publiques et les attaques financières, ils sont inquiets de potentiels actes de déstabilisation ou de rétorsion qui pourraient venir de la Russie et de ces différents réseaux, je ne sais pas comment les qualifier, de mafios terroristes. Et puis, en fait, on parle de déstabilisation possible aussi du système financier international. Ça, c'est aussi un argument qui revient, Guillaume Ancel. Oui. Il est obsolète, cet argument Non, ou pas? il n'est pas obsolète. Et des réseaux financiers, mais aussi des réseaux physiques. Aujourd'hui, en Pologne, pour la première fois, il y a une ligne de chemin de fer qui est cruciale pour l'acheminement des armements vers l'Ukraine, qui a été détruite avec de l'explosif. Donc là, on ne peut plus dire que c'est un acte de malveillance, c'est un acte de guerre. C'est un acte de sabotage. Et donc, on voit bien que les pays européens qui sont à la frontière de la Russie ou de la Biélorussie ne sont plus en paix. Ils ne sont pas en affrontement direct avec la Russie, mais quand vous commencez à avoir des explosifs qui sont utilisés... Donc ça pourrait empirer s'il y avait utilisation de ces avoirs. Ça ne fait qu'empirer. Et d'ailleurs, tu avais raison de rappeler la question des drones. Pourquoi les Français veulent s'investir autant sur le sujet des drones ? Parce qu'ils savent qu'ils ont 10 ans de retard par rapport à l'Ukraine sur le sujet. Et qu'en montant des joint ventures avec les Ukrainiens, ça nous permet de rattraper en partie ce retard technologique. Il y a plusieurs millions de drones qui sont utilisés cette année par l'Ukraine. Nous, on est contents quand on arrive à mettre la main sur 1 millier de drones. Donc vous voyez, on n'est pas tout à fait à l'échelle. Et les Ukrainiens, qu'en disent-ils, Elena, justement, de l'utilisation de ces avoirs russes gelés ? Ils sont très favorables. Ah bah oui, en toute logique. Oui, bien sûr. Mais ils disent que oui, il faut saisir non seulement les intérêts sur les avoirs, mais aussi les avoirs eux-mêmes, que c'est la Russie et uniquement la Russie qui doit payer pour toute la réparation. Et d'ailleurs, c'est aussi l'objet d'un grand contentieux sur le potentiel accord qui aurait été mis sur la table à Istanbul. C'est que les Russes disent amnistie générale, aucune poursuite suite à cette guerre d'agression, aucune réparation à l'Ukraine. Et les Ukrainiens disent non. Enfin, c'est-à-dire qu'en dehors des conditions selon lesquelles même un cessez-le-feu devrait avoir lieu, mais aussi on veut la justice, on veut la réparation, enfin, etc., etc. Évidemment, c'est une question qui est très importante pour les Ukrainiens et ils veulent bien plus que la saisie des avoirs russes, d'ailleurs. Il y a quand même un élément sur cet aspect financier qui est l'élément international, vous en parliez, de déstabilisation du système financier. Il y a eu un avertissement de l'Arabie Saoudite et de la Chine qui ont pris la parole respectivement à travers leurs administrations pour s'opposer à toute saisie des avoirs russes à Euroclear, partant du principe que dans ce cas, ça voudrait dire que les avoirs internationaux entreposés dans cette société en Europe seraient tous en danger. Donc il faut quand même, c'est vrai, faire attention. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, aussi offensif soit-il en matière de vente de Rafale, sur ce sujet de la saisie, je dis bien de la saisie des avoirs russes, il a toujours été très prudent. Donc ce n'est pas statué en fait, monsieur Lassana. Oui, mais parce qu'on est prudent aussi, il y a le vieil argument suivant lequel ça fragiliserait dans le fond toutes les places financières occidentales, y compris Paris à sa petite échelle. Mais les Européens doivent faire fi de ces arguments-là. Certainement la City de Londres. Alors il y a cette crainte, mais je pense que les caisses sont vides en Europe, quand même. Si on prend les précautions juridiques suffisantes, notamment en qualifiant ces fonds gelés de fonds destinés à la reconstruction et aux réparations de la guerre en Ukraine, on change de champ juridique et ça devient quelque chose de tout à fait spécifique. Il y a eu une guerre d'agression, effectivement, il faudra qu'il y ait des réparations, et ces réparations, si on ne saisit pas les fonds, il n'y en aura jamais, parce que jamais un gouvernement russe n'acceptera de payer des réparations. Guillaume Salamo, sur la coalition des volontaires, parce qu'on a vu Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky justement à l'endroit où il y a déjà un état-major de cette force de réassurance, alors qu'il n'y a toujours pas de cessez-le-feu et qu'a priori elle sera là après un cessez-le-feu. Ça avance. Oui, ça avance. La coalition des volontaires qui inclut donc les Britanniques, les Canadiens 35 aussi. nations d'après l'Élysée. On n'est pas très sûr de la liste, mais il y a une trentaine de nations qui sont prêtes à participer. Il y a déjà un état-major. Et il y a déjà un état-major, ce qui est le plus important, parce que c'est lui qui doit coordonner les participations des différentes forces. Mais il faut noter surtout que cet état-major n'est pas au sein de l'OTAN. Alors que jusqu'ici, le rôle de l'OTAN, c'était de fournir ce type d'état-major. Dès le moment où on voulait envoyer un corps expéditionnaire, c'était un grand état-major de l'OTAN qui s'en occupait. Pourquoi on le fait en dehors de l'OTAN ? Alors qu'il y a les Britanniques avec nous, qui sont quand même un pilier de l'OTAN. C'est parce qu'on ne peut plus faire confiance dans l'allié américain. On sait très bien avec Donald Trump que demain, il peut nous dire « Vous voulez intervenir en Ukraine, très bien, mais
finalement, les Américains ne sont pas là. Et donc, il faut que les Européens... Ils ne sont pas adossés d'une manière ou d'une autre à l'OTAN? Alors, les liens avec l'OTAN sont évidents, puisqu'on utilise les standards et les outils de l'OTAN pour monter cet état-major. Donc, c'est pas contre l'OTAN. Mais on voit bien que les Européens sont face à un sujet qu'ils ont évité pendant des décennies. C'est que leurs problèmes de sécurité, c'est à eux de les régler. Et qu'en fait, pardon, c'est le sous-titre de mon livre, on ne peut pas défendre la paix en ayant peur de se battre. Voilà. Et donc, il faut qu'ils se battent, mais qu'ils se battent au niveau européen. Elle sera efficiente un jour, donc. Elena Voloshin, cette coalition des volontaires. Ah, moi, j'attends d'y aller pour tourner, donc je vous dirai après. C'est en cours. Allez, j'espère. J'espère, là, pour le moment. Silence. Monsieur l'ambassadeur. Ça va être compliqué, parce que le jour où il y aura un règlement de cessez-le-feu, évidemment, les Russes s'opposeront à ce qu'il y ait des troupes françaises, britanniques ou autres... Présentes en Ukraine. Présentes en Ukraine, bien entendu. Ça sera même un point majeur de discussion. Mais justement, le fait qu'on ait vendu des Rafales, qu'on soit en train de vendre des Rafales à l'Ukraine, pourra peut-être permettre de trouver une autre voie que la voie de l'occupation d'une partie de l'Ukraine ou de la défense des grandes villes ukrainiennes par des troupes françaises ou britanniques. C'est-à-dire qu'on pourra intervenir à partir des pays voisins en réalité, avec des moyens aériens. Et c'est pas nécessairement le stationnement devant Odessa ou devant Kiev qui sera l'issue finale de Vous en doutez, un mot, Guillaume Ancel, rapidement? Oui, parce que l'exemple, en réalité, ce sont les forces de l'OTAN qui ont été stationnées en Allemagne de l'Ouest pendant les décennies où il y avait une séparation stricte entre les deux. Et le point, c'est que si on n'est pas sur le territoire, c'est pour ça que les Américains disent « No American boots on the ground », c'est que si on n'est pas sur le territoire, on n'est pas très crédible de « est-ce que réellement on viendra défendre le pays quand il sera attaqué ?» Non, une chose qui paraît claire, avec notamment cette lettre d'intention sur les Rafales, c'est que pour Emmanuel Macron et pour la coalition des volontaires, puisque la déclaration a eu lieu juste avant de se rendre à l'état-major qui se trouve au Mont-Valérien, il n'est pas question que l'Ukraine soit neutre version Poutine à l'avenir. Ça, je crois que c'est clair. Les Européens et les 34 pays volontaires ne veulent pas d'une Ukraine qui serait neutralisée à la façon dont le souhaiterait Poutine, avec une sorte, je ne sais pas comment on pourrait la qualifier, de milice d'autodéfense quasiment désarmée. C'est pas du tout vers ça qu'on s'achemine. Elena Voloshin, un mot de conclusion. Moi, cette histoire de coalition des volontaires, si vous voulez, ça me paraît aussi loin qu'une paix juste et durable en Ukraine, parce que ce qu'on a pu observer dans le laboratoire du Donbass, c'est qu'en fait, on n'a jamais réussi à mettre en place une quelconque coalition qui était prévue par les accords de Minsk, tout simplement parce que le cessez-le-feu n'a jamais marché. Donc, même si cessez-le-feu demain, je vois mal comment, en l'état actuel des choses, on en arriverait à ce que des troupes occidentales viennent là-bas. Il y aura trop de conditions posées au préalable et ces conditions, à mon avis, malheureusement, mettront du temps à être remplies. Malgré tout, vous voulez tourner là-bas quand même. Oui, non, mais ça, c'est notre Elena Voloshin, Guillaume Ancel, Richard Verly, merci Claude Blanche-Maison d'avoir participé à cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Vous la retrouvez sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Et je vous dis à demain.